Vous êtes toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com et je vous parle du roman Les Pieds dans l'eau de Timothée QF. Je vous diffuse tout de suite, donc ça va démarrer un petit peu abruptement, mais cette partie d'interview que j'ai pu sauvegarder en renouvelant une fois encore mes excuses à Timothée QF. Et voilà, je vous passe l'interview et puis on se retrouve, je pense, la semaine prochaine parce que ça va aller jusqu'au bout de cette demi-heure de Bol. Eh bien, bonne écoute. Je trouve que de l'espoir, il y en a quand même tout le long du roman. Comment justement on peut placer cet espoir dans des trajectoires qui justement paraissent descendre un petit peu aux enfers, parce que voilà, il y a des scènes qui sont plutôt j'allais dire perturbantes, notamment l'histoire de ce SDF. Enfin, j'ai pas envie de dire trop qui il est ni quoi que ce soit, mais qui se prend d'amitié pour un flic et il y a beaucoup d'espoir finalement là-dedans, peut-être dans une humanité brisée, mais qui reste toujours. Il y a toujours quand même cette lueur d'humanité, en tout cas, qui existe en lui malgré voilà sa condition, et c'est quelque chose qui finalement peut donner espoir, non? Oui, de toute façon, je pense que on ne peut pas avancer tant qu'il y a une once d'espoir, et je considère que même si on encaisse des traumatismes graves et qu'on sombre, il y a toujours cette espèce de petite lueur qui dit on peut quand même peut-être regagner la surface. Et ouais. Du coup, ce personnage-là, ce SDF, justement, je pense qu'il a ça. Il sombre et il est dans une situation très compliquée. Il fait des choix qui peuvent être discutables. Ouais. Mais malgré tout, je trouve que malgré tout, il a cette idée que il y a toujours une lueur à un moment donné. Alors, elle est peut-être pas énormément visible et c'est peut-être difficile de l'atteindre, de la toucher. Mais je pense qu'il la voit ou qu'il l'entrevoit. Et c'est ce qui, je pense, fait qu'on se lève le matin. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'ils sont sans espoir, c'est impossible selon moi. C'est impossible de se réveiller un matin et ne pas croire en l'espoir. Donc, moi je parle de ça, c'est-à-dire que oui, ils ont vécu des choses très compliquées et c'est pas facile tous les jours. Ouais. Mais ils se raccrochent à quelque chose. Soit ils se raccrochent à qui ils sont eux, soit ils se raccrochent à qui ils pourraient être dans un futur plus ou moins proche, ou à qui ils ont été. Mais ils se raccrochent à quelque chose. Et pour moi, c'est ça l'espoir, c'est se raccrocher à quelque chose. Peu importe dans quelle temporalité ou espace. Ouais. D'ailleurs, en parlant de temporalité, c'est assez rigolo parce que au début de ton livre, en tout cas, quand j'ai lu l'histoire de ces enfants, ça donnait presque l'impression que ça se passe au début du XXe siècle. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, dans les années peut-être 1920, 1930. C'est assez rigolo parce que il est plutôt très actuel, non, comme roman? Oui. Enfin, du coup, je ne saurais pas. Moi-même, je ne saurais pas dire dans quelle temporalité il est. Ouais. Parce que oui, il a un côté très début du XXe siècle. Enfin, oui, il a un côté très, en tout cas, pas contemporain. Ouais. Et en même temps, il est très contemporain. Oui. Et justement, moi, ça a été un questionnement quand j'ai retravaillé le roman une fois que j'avais complètement écrit le premier jet, quoi. Et je me disais, du coup, où est-ce qu'il se situe? Parce que quand est-ce qu'il se situe? Et puis j'ai essayé de plus ou moins modeler. Et puis en fait, finalement, je me suis dit que j'aimais bien le doute que ça laissait. Ouais.
Ouais, parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout dire non plus. Ça laisse à chacun la qualité de son imaginaire, j'ai envie de dire, parce que effectivement, on a presque une petite touche classique au début. C'est vrai que la fin, elle est beaucoup plus basée dans une littérature contemporaine, et je trouve que finalement, c'est un petit peu ce qui en fait un roman un petit peu universel aussi. Ouais. En fait, c'est aussi. Après, moi, je l'ai justifié aussi en me disant il y a quand même beaucoup d'imaginaire des enfants. Oui. Donc, ça peut se justifier comme ça aussi. Et du coup, plus on progresse dans le roman, plus les enfants grandissent. Ouais. Donc, plus on entre dans un monde d'adultes qui est beaucoup plus contemporain parce qu'il est de plus en plus détaché de l'imaginaire. Ouais. Du coup, les premiers chapitres peuvent s'expliquer comme ça aussi. C'est un imaginaire enfantin. Donc, oui, qui peut faire penser aux histoires qu'on raconte, qui sont toujours dans le passé. Et j'aime bien ce décalage-là, ce fait qu'on progresse. C'est super intéressant, j'avais pas vu ça effectivement sous le prisme du regard de l'enfant qui finalement ne perçoit pas le futur. Quand on lui dit dans 3 jours on ira à tel endroit, c'est vrai qu'il ne percute pas. Pour eux c'est on y va, quoi. C'est ce côté-là, et je trouve que ça, j'avais pas vu ça sous ce prisme, mais c'est vrai que ton éclairage là, il m'apporte encore une autre dimension de lecture à ton roman. Dans ton roman, il y a aussi une partie qui est consacrée, alors c'est pas consacré à Brest, mais la ville de Brest y est beaucoup évoquée. Moi, j'ai trouvé finalement que tu ne décrivais pas Brest, mais que tu la vivais. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, c'est très très délicat à exprimer, mais c'est comme une espèce de... Ouais, elle possède une couleur, elle possède un rythme, et je trouve que tu as réussi à très très bien le restituer. Comment tu as procédé? Alors du coup, Brest, moi je suis allée sur la période, en tout cas des Pieds dans l'eau, une seule fois. Mmh. Et donc j'étais en train d'écrire Les Pieds dans l'eau à ce moment-là, et je m'étais promis, j'y allais avec mon meilleur pote, et je m'étais promis de pas écrire, de juste profiter à fond de la soirée, et j'allais rencontrer plein de gens, et du coup je m'étais dit juste je pose le stylo, je ne travaille pas, et en fait j'ai vécu ça beaucoup comme un observateur. J'étais pas du tout dans l'aspect je vis la soirée, mais je la regarde. D'accord. C'est très intéressant. Et je voyais les gens vivre et boire et faire la fête et se retrouver. Et c'était très très beau. Et du coup, pendant toute la première partie de la soirée, j'étais vraiment en observateur et j'ai pas pu m'empêcher de prendre mon crayon. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment très isolée, quoi. J'étais un peu dans ma bulle et j'observais. Et ensuite, on a quitté le bar, donc on était chez Kim, et on a quitté le bar, et là, j'ai vécu la soirée à partir de ce moment-là. On a déambulé dans les rues, il pleuvait comme jamais. Ouais, comme c'est souvent le cas là-bas. Et on est allé au kiosque, j'ai slamé couché dans le kiosque. Il y avait une réverbe incroyable, c'était fou. On a fait tout un tour de la ville de nuit, en fait, jusqu'à 7h du matin, je crois. Et là, de la soirée, je l'ai vraiment vécu, mais du coup, j'ai vécu Brest, pas dans l'effervescence de la soirée, des bars, etc., mais qu'avec mon meilleur pote dans une ville absolument silencieuse. Ouais. Et j'ai trouvé ça super beau. Et du coup, j'avais quand même un décalage. Je me disais, j'ai pas vécu Brest comme tout le monde me raconte Brest, mais j'ai observé Brest comme tout le monde me raconte Brest, et par contre je l'ai vécu d'une autre manière. Je l'ai vécu dans le silence. Ouais. Et du coup je pense que c'est ça qui fait que je lui donne une teinte un peu comment dire, divisée entre un côté très festif
qui bouge beaucoup et en même temps quelque chose de très silencieux, seul. Du coup, dans cette partie-là, Brest, elle est personnifiée. Ouais. Et je sais pas si c'est si j'ai réussi, mais moi, en tout cas, j'ai cherché à l'écrire en tant que ville très solitaire, très seule. Ouais, il y a cette que j'ai vécu. Ouais, il y a cette notion qui ressurgit effectivement. Ouais. Et je pense dans les personnages qui errent dans Brest, dans ce passage-là, ils sont relativement tout seuls. Ils voient le calme de la nuit et ils voient le calme de Brest. Et ça, c'est ce que j'ai vécu. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait que... en tout cas, les gens m'ont dit des retours que j'ai eus que ça témoignait bien de Brest. Et je pense que c'est ça, c'est que c'est pas que le côté festif et c'est pas que le côté il y a du monde, on boit. Ouais, là il y a un côté presque. Oui, il y a du silence. Ouais, et puis je trouve qu'elle a presque sous ta plume un côté protecteur aussi. Oui. C'est assez. Enfin voilà, c'est vrai que c'est une ville particulière et sa particularité, elle ressort peut-être par ta vision aussi, qui n'est pas une vision. J'allais dire qui est pas une vision fausse, mais qui diffère quand même, effectivement de ce que les écrivains ou même des chanteurs peuvent décrire de la ville. Et je trouve que c'est justement ça montre une autre dimension et c'est hyper intéressant. Je voulais te poser une petite question parce que tu écris aussi au sein d'un collectif qui s'appelle Calamar. Est-ce que tu veux bien m'en parler un petit peu? Alors le collectif Calamar, c'est un collectif de 7 auteurs dont je fais partie. On essaye au départ, ça a été créé pour être un lieu d'expérimentation littéraire. On est tous sortis du master création littéraire de Toulouse. Ouais. Et on avait envie de continuer ce qu'on a appris dans le master et poursuivre ça. Donc on a créé ce collectif qui est devenu une association en 2020. Et maintenant, le but de l'asso, c'est vraiment de promouvoir les arts en général, pas seulement l'écriture. On expérimente pas mal au niveau musical et aussi visuel. Donc là, on a créé récemment un podcast justement pour promouvoir les formes artistiques et les artistes, quels qu'ils soient. Et on a créé un roman feuilleton aussi qui nous permet d'une écriture en commun. C'est très chouette. Pour l'instant, on est encore très entre nous, mais on a envie de s'ouvrir de plus en plus vers l'extérieur et vers les autres. Et voilà, c'est vraiment un lieu d'expérimentation et de partage autour de la culture, des arts et surtout de l'écriture, quoi. D'accord. On va bientôt terminer l'interview. Je voulais te demander, est-ce que tu travailles actuellement sur une suite, pas une suite de ton premier roman, mais sur un autre roman ou quelles sont un petit peu tes actualités? Alors, j'ai un deuxième roman qui est terminé, que j'ai pas tardé à envoyer à la maison d'édition. Et là, je travaille sur mon troisième. Et puis sinon, je travaille pas mal sur mes slams parce que j'aimerais créer mon premier EP de slam. D'accord. Donc je travaille pas mal là-dessus. Et voilà, globalement. Ok, donc j'allais dire ton métier, c'est d'être écrivain à plein temps, ou t'as une activité quand même à côté pour parce que écrivain ça paye pas forcément beaucoup, on va dire. Du coup là oui, les 6 derniers mois j'essaie de travailler en recyclerie. D'accord. Mais là du coup je quitte pour me refocaliser sur l'écriture à plein temps. C'est trop difficile de combiner écriture et un travail à côté, donc
Il faut avoir une disponibilité totale pour l'écriture, autrement ça fonctionne pas. Ouais, surtout, je sais que pour certaines personnes ça fonctionne. Pour moi, j'ai besoin de constamment avoir la tête libre et donc gérer un autre taf à côté, c'est trop compliqué. Ouais. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt. Oui, merci. Merci, au revoir. Au revoir.